évoquer maintenant l'une des multiples applications de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai que lorsqu'on surfe sur un site web, eh bien on laisse inconsciemment quelques traces de notre personnalité, des clics nerveux, hésitants, on va sur une page, on revient, voilà. Tout ça, en fait, ça en dit long sur ce qu'on est et puis l'état d'esprit dans lequel on est effectivement quand on cherche le produit. Et tout ça, eh bien, on va en parler avec Rémi Aubert, fondateur et dirigeant d'AB Testy. Bonjour. Bonjour. On va en parler notamment parce qu'avec cette intelligence artificielle, vous arrivez à créer un parcours client beaucoup plus enveloppant et qui correspond à la personnalité de l'internaute. Est-ce que d'abord vous pouvez nous raconter comment est venu AB Testy? Oui, tout à fait. Alors j'ai fondé AB Testy avec Alix de Sagazan il y a 9 ans déjà. C'est parti d'un constat assez simple. Précédemment, on travaillait dans l'acquisition de trafic. Ça veut dire qu'on achetait des publicités dans AdWords, dans Facebook, etc. pour ramener du trafic sur les sites internet, mais on n'avait plus de visibilité après avoir acquis ce trafic. Et donc on est arrivé d'un constat assez simple de se dire il y a quand même énormément d'argent qu'on dépense qui part finalement ce qu'on appelle le taux de rebond. L'internaute arrive sur le site et repart immédiatement. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut inventer, qu'est-ce qu'on peut créer pour faire en sorte que l'internaute finalement trouve ce qu'il est venu chercher. S'il a cliqué sur la publicité, c'est qu'à un moment il était intéressé. Donc ensuite sur le site, il y a quelque chose qu'il n'a pas dû trouver, il y a quelque chose qui n'a pas dû correspondre à ses attentes. Et donc on est parti de ce constat-là, on est parti créer une agence de Web Analytics avec Alix. On a travaillé autour de l'analyse donc du service pur pendant 2 ans et de ce service, on a eu l'idée en fait de créer l'outil qui s'appelle aujourd'hui AB Testy qui lui permet aux équipes marketing et aux équipes produits de mettre en place ces différentes versions de leur site internet. Et nous, automatiquement derrière, on va analyser le comportement des internautes et adapter la version du site qui matche la mieux avec l'internaute en question. Alors voilà, justement, cette analyse de comportement, c'est ça qui est intéressant. Comment est-ce qu'elle fonctionne précisément? Alors elle fonctionne par le fait que les équipes marketing sans connaissances techniques vont pouvoir implémenter différentes versions de leur site internet, donc créer différents intitulés de boutons par exemple, peuvent avoir plusieurs images pour un même produit, peuvent avoir énormément de choses, peuvent avoir plusieurs structures de pages différentes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va analyser le comportement de l'internaute. Alors comme vous le disiez, c'est des allers-retours sur les pages, c'est des hésitations avec la souris, c'est sinon même des attributs du navigateur. Est-ce que j'ai Safari, est-ce que j'ai un Mac, où je suis situé en France, à l'étranger, etc., etc., etc. Donc on va faire un mix de toutes ces informations, on va être capable de dégager ce qu'on appelle un persona, donc un type de personne, un type de comportement, et ensuite l'algorithme va automatiquement tester ce groupe de personnes avec les différentes versions de sites qu'on peut avoir. Et donc en fait on va être capable de déterminer comme ça, finalement quelle est l'expérience de navigation la meilleure pour l'internaute, et cette expérience de navigation, si elle est bonne, elle mène forcément à la conversion pouvant être l'achat d'un produit, pouvant être l'inscription à une newsletter, pouvant être énormément de choses différentes. Mais alors, est-ce que ça fait pas un peu peur? Parce que moi, en tant qu'internaute, j'ai pas vraiment envie qu'on sache si j'hésite, ou si je suis un peu vindicatif, ou si j'ai très envie d'un produit. Ouais, je comprends. Après, on peut avoir peur de ça, et en même temps, quand on compare à la vie réelle, finalement, on éprouve exactement la même chose dans une boutique. Ça veut dire que dans une boutique, quand on va se promener, qu'on va être hésitant face à un stand, quand on va être habillé d'une certaine manière, le vendeur dans la boutique va en déduire des choses et va pouvoir vous aiguiller, vous aider. Et nous, c'est la même démarche, en fait, au final. C'est prendre ces informations qui n'ont rien de personnel finalement, qui sont des informations, des attributs un peu généralistes, mais votre nom, votre âge, votre profession, etc. Tout ça on ne le sait pas, mais on va se baser sur ces informations externes qu'on peut voir immédiatement pour adapter et faire en sorte que l'expérience de navigation soit bonne. Parce qu'au final, ce qui est quand même important pour l'internaute, c'est que cette expérience de navigation, il ait le sentiment finalement d'être accompagné, d'être aidé, sans que ça soit intrusif. Parce qu'en fait, dès que ça devient intrusif, là on se pose la question et on se dit « Ah, je suis mal à l'aise ». Nous, on n'est pas là pour que nos clients soient mal à l'aise ou que les clients de nos clients soient mal à l'aise, on est là pour faire en sorte qu'ils trouvent les informations qu'ils cherchent. Alors justement, qui sont vos clients et qu'est-ce que vous leur permettez de faire mieux et plus vite? Oui, alors nos clients ils se répartissent dans 3 grandes catégories. Il y a tout ce qui va être e-commerce, que ce soit des marques ou des revendeurs. Il y a tout ce qui est médias, site de médias, type USA Today, etc. Et il y a tout ce qui est site de génération de leads, donc inscription de formulaires, banque, assurance, etc. Nous, ce qu'on leur permet de faire, en fait, c'est de mettre leur idée en ligne beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que les équipes marketing ou les équipes produits qui vont travailler avec nous n'ont pas besoin d'avoir de connaissances techniques pour mettre en ligne des nouvelles versions. Le problème d'un site internet, c'est un peu comme une vitrine en boutique. Une vitrine en boutique, un vendeur peut changer la vitrine en se disant, tiens, il y a plus d'appétence pour tel objet, tel autre, etc. Et comme la saisonnalité, on met à Noël, à Pâques, etc. C'est un truc que les équipes marketing ne peuvent pas faire sur leur site sans passer par AB Testy, parce qu'en fait, ils sont dans une dynamique où c'est l'équipe technique qui va s'occuper du site. Donc,
donc nous, ce qu'on offre, c'est une surcouche par-dessus ça qui permet en fait à ces équipes, avec quelques clics de souris, de faire leurs modifications et donc de changer tout ce qu'ils voudraient en type d'image, en type d'intitulé, en structure de page, etc. Alors pour revenir justement sur la personnalisation, est-ce qu'on peut détailler quels sont les profils types? Je le disais, il y a l'anxieux, il y a le foufou, voilà, dites-nous un petit peu. Alors il y a différents types de personas qu'on peut créer. Nous on travaille sur certains, il y a d'autres sur lesquels on fait appel à des partenaires. Parce qu'en fait il y a certains types d'algorithmes qui sont assez précis, donc chacun aura une spécialité. Nous on peut travailler typiquement sur les intentionnistes. Le fait de se dire quand une personne va arriver sur un site internet, est-ce qu'on est capable de déterminer si elle va acheter dans la session, donc dans le moment en question, si elle va acheter dans les 3 jours ou si on n'est pas capable de se déterminer. Donc en fonction de ça, on va pouvoir adapter finalement le message sur le site internet. On a d'autres partenaires qui eux travaillent carrément sur des profils presque psychologiques, donc de se dire est-ce que la personne elle va être finalement rapide dans sa décision ou comment dire, alors anxieux c'est un des profils d'analyse, mais est-ce qu'elle va être spontanée, est-ce qu'elle va être introvertie, extravertie, je ne sais pas du tout comment ils arrivent à obtenir ça, mais finalement on constate en effet des différences de comportement de ces différents groupes. Donc on applique en face des messages différents et en fait toute cette réunion ou tout ce nombre de profils, on ne peut pas forcément appréhender de manière humaine l'ensemble des profils et de se dire tiens en face de ce profil là je vais adapter tel message, donc c'est là où les algorithmes rentrent en ligne de compte et ils vont automatiquement tester l'appétence de ces différents groupes à ces différents messages. Et la personnalisation alors des sites e-commerce, c'est l'avenir? Oui, c'est l'avenir. En fait, c'est l'avenir et ça n'est que rattraper du retard sur la vie réelle. Ça veut dire que dans la vie réelle, en effet, le vendeur va pouvoir venir nous aider. Sur le site internet, c'est pareil. Je vous prends un petit exemple tout simple. Vous allez sur un site de voyage, vous voulez aller en Tanzanie par exemple. La Tanzanie, il y a plusieurs manières d'appréhender un voyage en Tanzanie. Il y a la manière culturelle, les tribus Maasai. Il y a la manière safari, voir les lions, les panthères, etc. Ou il y a la manière sport, faire du kitesurf, etc. En fait, nous, notre métier, ça va être de déterminer finalement quelle va être l'appétence de la personne et faire en sorte d'adapter son univers de navigation pour voir si ce qu'elle cherche correspond vraiment aussi à ce que le marchand a à offrir. Alors tout ça, malgré tout, ça demande aux sites de e-commerce de s'organiser en interne. Oui, tout à fait. On travaille, nous, ça fait plus de 7 ans qu'on a sorti l'outil. Je dirais qu'initialement, l'organisation des équipes était un peu balbutiante puisqu'on s'adressait aux équipes marketing. Quelqu'un était souvent délégué à cette fonction-là, à savoir l'optimisation des conversions sur le site. C'était souvent la personne en charge du Web Analytics. Et plus le temps évolue, plus on voit l'émergence d'une deuxième équipe qu'on appelle l'équipe produit, qui elle en fait va se concentrer vraiment sur l'expérience de navigation et sur la conversion sur le site. Donc on va finalement avoir de plus en plus un mix entre les personnes qui vont gérer l'acquisition de trafic, le marketing, et qui vont gérer ensuite cette rétention sur la première page, et les personnes qui elles vont générer toute l'expérience de navigation, donc là tout le sentiment qu'il peut y avoir autour de cette navigation, tout l'émotionnel qu'on peut générer dedans, et eux vont travailler vraiment sur les fonctionnalités qui vont distiller, la user experience, le graphisme, etc. Donc on travaille avec les deux. Côté actualité maintenant, vous êtes parti à Singapour. C'est le marché asiatique? Tout à fait. C'est ouvert comme ça? Non, ça s'est pas ouvert comme ça. On a suivi nos clients. En fait. La chance qu'on a, c'est que on a beau avoir démarré de la France, dorénavant on a 750 clients. On a des bureaux dans plus de 6 pays et en fait nos clients français, on a énormément de groupes français, L'Oréal, LVMH, etc., qui sont à l'international. Decathlon également, et donc on est allé en Asie pour les suivre. Ça veut dire qu'il y a eu un besoin. Le travail qu'on a fait en France puis en Europe a porté ses fruits et finalement ils ont eu des demandes à nous faire sur les pays étrangers. Donc l'Asie, on a ouvert Singapour pour suivre L'Oréal, pour suivre Decathlon, pour suivre d'autres clients qu'on a comme ça. Ils avaient besoin d'accompagnement puisqu'on a besoin de les aider aussi nous dans cette démarche parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore très mature. Et deuxièmement, il a fallu également qu'on installe tout ce qui est infrastructure parce qu'on demande des temps de réponse qui sont de l'ordre de quelques millisecondes. Donc on a dû déployer à l'international toutes ces infrastructures. Et puis également les États-Unis. Et les États-Unis, levier très important pour nous puisque mon associé a déménagé l'été dernier aux États-Unis pour développer le marché. C'est un marché qui est plus mature que le nôtre, mais sur lequel finalement nous on a développé un outil plus fin que les concurrents dans le sens où je dirais que les marchés européens, ils sont différents. C'est parfois une contrainte et c'est parfois une chance. Du fait d'être différents, ça nous a obligé à avoir plusieurs problématiques, plus de problématiques, et donc d'avoir un outil qui répond à plus de problématiques également sur le marché américain. Donc on développe ça depuis 1 an déjà. Mon associé, elle, a déménagé l'été dernier et ça démarre très fort parce que ça représente déjà une part importante de notre chiffre d'affaires. Oui, vous me disiez en préparant cette émission que vous grappillez des parts de marché sur le leader américain et que vous êtes number 2, numéro 2, c'est ça? Voilà, on est number 2. En tout cas, on prétend avoir
avoir la place de number 2 d'ici 1 ou 2 ans, puisqu'il y a quand même d'autres acteurs, on n'est pas les seuls. Il y a également des acteurs indiens, il y a d'autres acteurs américains. On n'est pas non plus 150, je dirais qu'il y a 5 acteurs importants. L'idée, c'est de pouvoir être le deuxième d'ici 2 ans, le premier d'ici 4 ans. Après, c'est à nous de travailler correctement. Eh bien, merci beaucoup Rémi Aubert. Merci. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de AB Testy.